Nous sommes vraiment très heureuses de vous recevoir depuis ce matin pour ce troisième séminaire d'humanitaire et de réfléchir à ce questionnement à la fois, je dirais, euh, qui peut parfois donner envie de sourire, mais qui en fin de compte ne l'est pas du tout, puisque comme on l'a revu ce matin, il s'agit d'interroger donc les liens et les tensions entre mensonge et vérité, vérité à entendre on l'a bien compris, plutôt au pluriel, et des vérités qui nous invitent également à interroger l'histoire et l'écriture et les réécritures, officielles ou non, de l'histoire, et en fin de compte, qui pose la question du pouvoir, des pouvoirs, pouvoir politique, pouvoir de l'image, on va le voir, pouvoir des textes en général. Et, et je ne peux m'empêcher, en tant que personne qui apprécie beaucoup le siècle d'or, comme vous le savez, de penser à un très beau texte, puisque c'est je dirais, un questionnement qui dépasse les frontières et qui dépasse les époques, à un très beau texte qui est le monologue de Sigismond dans La vie est un songe du dramaturge espagnol Calderón de la Barca. Alors ça nous ramène assez loin, ça nous ramène en 1635, mais je me permets simplement de citer trois vers de ce monologue. Il dit ceci: qu'est-ce que la vie? Un délire. Qu'est-ce donc que la vie? Une illusion, une ombre, une fiction. Alors, nous sommes en plein dans le thème du désenchantement. Nous allons voir en tout cas cet après-midi pour ce second panel qui s'intitule Fake News et tromperie. Nous avons la chance en fait d'avoir deux communications avec trois intervenants, car nous commencerons donc par une présentation croisée qui nous sera proposée par Monsieur Le Bigot et Madame Sassoon. Alors, je vais essayer de dire quelques éléments sur nos deux intervenants, mais si ceux-ci jugent que ce n'est pas assez complet, je les remercie par avance d'ajouter les éléments nécessaires. Alors, Laurent Bigot est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Tours, et il avait fait sa thèse sur l'essor du fact-checking, de l'émergence d'un genre journalistique au questionnement sur les pratiques professionnelles. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Fact-checking versus fake news, vérifier pour mieux informer, qui a été publié en 2019, et évidemment l'auteur de très nombreux articles sur ces thématiques. Et il avait été référent scientifique de l'exposition Fake News, Art, Fiction, Mensonge, exposition à l'espace Fondation EDF qui s'était tenue entre mai 2021 et janvier 2022. Et il avait d'ailleurs travaillé au catalogue de cette exposition. Il dirige actuellement l'école publique de journalisme de Tours et l'une des 14 formations reconnues pour cette profession en France, et est aussi journaliste depuis 2000, et nous dit qu'il est l'unique assesseur de l'International Fact-Checking Network de l'Institut Poynter en Floride, et ceci pour la France et le monde francophone. Sa coéquipière de cet après-midi, Virginie Sassoon, promeut la diversité et l'égalité des chances et enseigne à l'Institut français de presse, l'Université Panthéon-Assas à Paris, et également au CELSA, et fait partie du CLEMI, qui est le centre, non seulement fait partie, mais également la directrice adjointe du CLEMI, qui est donc le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Elle a notamment à l'initiative du projet La famille tout écran et s'intéresse donc je dirais, un usage réfléchi, plus réfléchi des médias pour l'ensemble de la population, et tout en pensant à la question des stéréotypes, à la question de la réception dans ces mêmes médias de ce que l'on voit comme différents, qu'ils soient noirs, musulmans, asiatiques, et ce qui lui a notamment donné l'occasion d'écrire un précis pour les journalistes qui veulent écrire sur cette thématique, et de publier en 2015 un ouvrage intitulé Femmes noires sur papier glacé. Mais je ne sais pas moi qui vais parler, donc je donne la parole à nos deux intervenants. Je les remercie par avance. Il y a normalement, vous pouvez
Ils ont la main, donc ils peuvent nous lancer leur PowerPoint. Ne vous inquiétez pas, s'il y a un petit temps de latence, il suffit d'attendre, ça marchait tout à l'heure, donc je pense que ça va être le cas. Donc pour cette communication intitulée Fake News, art, fiction, mensonge, retour sur une expérience d'éducation aux médias à travers des œuvres d'art. À vous et merci d'avance. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Bonjour à tous et merci aussi pour l'invitation à venir témoigner de notre travail. Alors, je vais donc procéder au partage d'écran. Voilà, vous me dites si tout va bien et on démarre. C'est parfait. OK. Alors, oui, ce qu'on va présenter cet après-midi est un peu particulier en matière de communication, puisqu'il s'agit davantage d'un retour d'expérience sur cette exposition, donc intitulée Fake News, Art, Fiction, Mensonge. On va vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants de cette exposition, de ce projet, sur lequel on a travaillé tous les deux à des instants un peu différents, à la fois sur la conception même de l'exposition pour ce qui me concerne, et puis dans un travail davantage une utilisation en termes d'éducation aux médias et à l'information pour ce qui concerne Virginie. On ne va pas se représenter puisque ça a été fait très largement et très bien juste précédemment, mais je vais tout de suite essayer de vous expliquer dans quelle direction on essaie de vous présenter ce travail-là. On va essayer de s'interroger, et c'est d'ailleurs toujours l'objet d'interrogations en cours entre nous dans nos différents domaines d'expertise, sur la pertinence qu'il y a à utiliser en quelque sorte, entre guillemets, des œuvres d'art en matière de sensibilisation aux enjeux de la désinformation. Et c'est effectivement ce qu'on a essayé de tester à travers cette exposition très, très originale de sa conception jusqu'à sa présentation et son usage auprès de différents publics. Donc on va se baser bien sûr pour répondre à tout ça sur l'historique de nos travaux de recherche. Bon, je précise que Julien Giry, qui est intervenu ce matin, est également un collègue, parce qu'il vient de terminer avec nous un travail de recherche ici à l'Université de Tours. Et également, on fondera nos remarques sur une forme d'observation participante, puisque à la fois auprès de la Fondation EDF qui a porté cette exposition, à la fois auprès du CLEMI ou du réseau Canopé, eh bien, on a cette chance de pouvoir observer l'évolution de ce travail. On va donc évoquer rapidement le contexte, le propos, la conception du récit scientifique qui a prévalu à la construction de l'exposition, et puis ensuite la construction de l'exposition elle-même, ses choix artistiques et pédagogiques, avant d'évoquer les premiers bilans de l'initiative en matière de réception du public et de pédagogie. Donc c'est moi qui vais démarrer, et puis je laisserai bien évidemment la parole à Virginie. Je vais démarrer sur donc, ce contexte, hein, le propos, la conception du récit scientifique. Je vais essayer de passer assez vite parce qu'il y a pas mal de notions qu'on a déjà croisées, ne serait-ce qu'au cours de la matinée, et puis que vous connaissez certainement déjà par ailleurs, mais réévoquer pourquoi à un moment donné on se retrouve à concevoir avec la Fondation EDF un projet de ce type, un projet d'exposition sur la désinformation, sur les fake news. Bien entendu, il y a ce contexte de désordre informationnel que l'on a eu envie de raconter, être capable de rappeler auprès des publics, les plus jeunes publics, mais pas seulement, ce contexte de l'émergence d'Internet, de l'émergence des réseaux sociaux, de ce que ça produit en matière de désordre informationnel ou d'accentuation du désordre informationnel, la
fin des monopoles et des repères médiatiques, parce qu'effectivement, quand on pense ce sujet et qu'on se met à hauteur de jeunes publics notamment, on s'aperçoit que le regard sur l'information n'est pas du tout le même, que ce que veut dire le monde pour des gens comme nous, c'est pas forcément la même chose que ça peut vouloir dire pour un public plus jeune. Voilà, le monde, même les JT des télévisions. Ensuite, il y a la question, bien sûr, de la banalisation de la diffusion de l'information et du nombre d'émetteurs d'informations plus ou moins fiables qui prolifèrent un petit peu partout. On a voulu aussi rappeler qu'on était dans une période qui a connu un tournant, notamment en 2016, quand, avec le Brexit et l'élection de Trump, on s'est vraiment davantage questionné sur le rôle et l'impact des nouveaux modes d'information, en particulier via Internet et les réseaux sociaux. Bien sûr, les réseaux sociaux qui peuvent donner de l'écho à de la désinformation. La question des bulles de filtre et de la logique algorithmique de ces réseaux. Et puis, on s'est dit également qu'il pourrait être utile de bien avertir les visiteurs d'une telle exposition qu'il fallait aussi regarder avec une certaine nuance les effets de la désinformation en ligne, parce qu'il se trouve que là, j'ai cité des travaux, mais il y a ceux également de Dominique Cardon, par exemple, à Sciences Po, qui démontrent que ce n'est pas parce que de la désinformation circule sur les réseaux sociaux qu'elle a un impact fort et instantané sur les publics. Bon, ça semble aller de soi, mais c'est vrai qu'on a parfois tendance aussi à tomber dans le piège de la diabolisation de ces réseaux sociaux. On a ensuite eu l'opportunité de travailler avec plusieurs chercheurs, dont Gérald Bronner, mais pas seulement. Et ça nous a amené à évoquer tout ce qui pouvait entourer finalement l'impact de cette désinformation, tout ce qui pouvait l'expliquer, tout ce qui pouvait l'accentuer. Et donc, bien sûr, on est nous aussi conscients que voilà, tous les mécanismes psychosociaux ne sont pas les seuls facteurs d'explication, qu'il y a aussi des choix politiques à véhiculer et adhérer à des discours de désinformation. On n'oublie pas d'expliciter, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question de la logique algorithmique qui fait que un certain nombre d'informations trouvent un écho maximum sur les réseaux, la question de l'économie des infox, etc. Tout ce que vous avez peut-être pu croiser si certains d'entre vous ont pris connaissance du rapport Bronner sur les lumières à l'ère numérique. Bon, je dis ça tout en sachant très bien que Julien Giry, qui intervenait ce matin, je ne sais pas s'il est là, porte un crédit assez minime à ces travaux, mais il mérite d'exister et surtout il permet de faire une première synthèse des différentes causes de ces sujets. L'autre question que l'on a voulu traduire à travers une exposition comme celle-ci, c'est bien sûr la manière dont on est passé en matière de vérification de l'information, du fact-checking politique, à ce qu'on appelle le debunking, c'est-à-dire la démystification de l'ensemble des rumeurs qui circulent en ligne, et le travail des plateformes comme Google et Facebook, un travail un petit peu ambigu d'encouragement d'un travail de vérification à travers de l'argent mis dans des opérations de fact-checking et de debunking, alors qu'en parallèle, ce sont toujours ces mêmes plateformes qui continuent à véhiculer un grand nombre de ces fausses informations. On s'est dit aussi qu'un travail sur la terminologie, un travail finalement pédagogique, un peu didactique autour de ces questions pouvait avoir une utilité, et c'est ainsi que
on a essayé de donner des éléments susceptibles de permettre à tout le monde de différencier fake news des informations d'un côté et puis false news, mésinformations d'un autre côté, en attirant l'attention des publics sur la question de l'intentionnalité. L'intentionnalité qui reste un petit peu le mystère à travers toutes les publications que l'on croise un petit peu partout, parce que bah oui, un ami relaie une fausse information, mais on ne sait pas toujours s'il le fait pour nous amuser ou pour nous convaincre. Et ça, c'est une vraie différence. Voilà, savoir d'où on parle, hein, comme disait Hubert Védrine ce matin. La genèse de l'exposition, eh bien, la Fondation EDF, d'abord, qui est à l'origine de ce projet, a l'habitude de créer des expositions de qualité, d'ailleurs, hein, dans son espace Fondation EDF à Paris, et elle a voulu, c'est une décision de la présidente de cette fondation, elle a voulu attirer l'attention sur cette question des fake news, et c'est comme ça que nous sommes entrés en contact, et c'est comme ça que s'est construit cette exposition autour d'un commissariat collectif. Je vais y revenir. Donc le propos, c'est se dire, des artistes, des œuvres peuvent nous aider à comprendre différemment les sujets. Et l'idée, c'est surtout de se dire que une œuvre, ça ne parle pas forcément uniquement à l'intellect, mais ça vient toucher peut-être différemment des publics. Ça vient peut-être les sensibiliser, quand c'est l'objet d'une exposition, à certains sujets. C'est le pari, en quelque sorte, de ce choix. Et c'est un pari qui va ensuite être décliné dans ce projet en matière d'éducation aux médias et à l'information. Donc, un commissariat collectif est créé pour créer cette exposition, avec bien sûr un discours scientifique construit. Donc, en l'occurrence, la Fondation EDF s'appuie sur l'expertise de l'Université de Tours, de l'école publique de Jean-Yves de Tours et de l'équipe PRIME, l'équipe de recherche dont je fais partie et dont fait partie Julien Giry. Et à partir de là, décide qu'on va avoir la possibilité d'agréger des œuvres de diverses natures. En réalité, 3 catégories d'œuvres. D'abord, des œuvres créées dans un tout autre contexte que celui de cette exposition. En fait, des œuvres que l'on va, encore entre guillemets, utiliser pour venir servir notre propos, parce qu'elles semblent pouvoir illustrer quelque chose que l'on essaye de faire passer, une idée, un concept que l'on essaye de faire passer. Ensuite, des œuvres qui évoquent directement ce thème, qui préexiste à l'exposition, mais qui évoquaient déjà directement la question de la désinformation ou la question des fake news. Et puis enfin, des œuvres que la Fondation va directement commander à des artistes pour venir en appui d'une idée, d'un concept. Voilà, donc voilà comment s'est mise sur pied cette exposition, et je laisse maintenant la parole à Virginie pour la suite. Merci. Alors, petite question rituelle, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Donc, nous, on est arrivé au moment où l'exposition était construite, où la sélection des œuvres avait été faite, et on est venu nous chercher pour notre expertise sur l'éducation média à l'information. Et donc, pour nous, tout l'enjeu, ça a été de nous dire comment, finalement, on va pouvoir s'emparer de ces œuvres, de cette démarche artistique, pour que les enseignants puissent s'en emparer pour faire de l'éducation média à l'information, avec un double objectif, à la fois de produire un livret pédagogique pour accompagner l'exposition. Et puis, on était aussi à une époque où les déplacements étaient vraiment très compliqués. Donc, pour la Fondation, c'était aussi le fait de se dire, bon, on a une super exposition à Paris, mais comment faire en sorte que tous les enseignants sur tout le territoire aussi puissent s'en emparer, puissent découvrir ces artistes, leurs questionnements, et organiser aussi des activités dans leurs établissements.
Et donc, cette exposition, tout de suite, elle était, bon, comme Laurent l'a très bien décrit, hein, elle est née sous le signe de l'interdisciplinarité avec ce commissariat collectif. Et nous, on a prolongé aussi, en fait, dans cet esprit, un travail à l'intersection entre l'éducation média à l'information et l'éducation artistique et culturelle, en travaillant avec des enseignantes et des formatrices du réseau Clémy, qui sont vraiment des expertes en formation d'enseignants et d'éducation aux médias, et Juliette Le Taillandé de Gabory, qui est historienne de l'art et qui travaillait pour la Fondation, et des enseignants d'art plastique. Donc, on a suivi les 3 parties qui avaient été déjà définies pour faire notre livret pédagogique. Donc, savoir la fabrication et comment les artistes interrogent la production de la désinformation et quel est le sens de la manipulation des images pour les artistes. Et je dois dire que pour nous, ça a été assez enthousiasmant et ça a été une vraie bulle d'oxygène de faire ce pas de côté, puisqu'on sortait d'une approche complètement, je dirais, à la fois descendante, enfin, qui est oxygénante aussi pour, en termes de questionnement, puisque le fait de s'emparer aussi de ces démarches artistiques nous faisait complètement sortir du cadre habituel de notre réflexion, à la fois du point de vue journalistique et aussi du point de vue des enseignants. Ensuite, la question de la diffusion. Comment finalement les artistes nous aident à prendre conscience du coût de la désinformation et comment, sur quoi s'appuie cette viralité et le pouvoir des images hein, dans cette diffusion massive de la désinformation. Et enfin, les risques et les remèdes, s'interroger sur le rôle des artistes dans notre société, mais aussi réaliser que finalement la désinformation, c'est un problème de société qui nous concerne tous. Donc, je vais passer assez rapidement et je vous invite vraiment, enfin pour ceux que ça intéresse en tout cas, à télécharger le dossier pédagogique sur le site du Clémy. C'est 15 articles, c'est 15 fiches qui vraiment reprennent finalement toute l'exposition et questionnent et proposent aussi des activités pédagogiques pour les enseignants. Mais même si vous n'êtes pas enseignant au collège ou au lycée, c'est vraiment un document qui est assez intéressant. Donc, pour commencer, la fabrication. Donc, c'est évidemment la première chose qu'on a faite, comme vous pouvez le supposer, c'est déjà déconstruire la question, le terme de fake news, puisque, et je pense que vous en avez parlé, vous en reparlerez cet après-midi. Il y a évidemment 1001 nuances du faux. Et justement, les œuvres des artistes, donc je ne suis vraiment pas la meilleure placée pour en parler, hein, parce que moi, je n'ai aucune compétence dans le domaine de l'art, mais c'est comment en fait, les artistes et leurs œuvres nous permettent aussi d'envisager cette palette infinie finalement de ce qu'est, de ce qu'on parle quand on parle d'images, de manipulation des images. Et donc là, on a un exemple avec Sean Foncuberta qui se sert d'un logiciel militaire il prend en fait des œuvres classiques de l'histoire de l'art. Donc là, on voit une œuvre du douanier Rousseau qu'il passe à travers le prisme de ce logiciel et ça donne des paysages donc comme celui que l'on voit qui sont complètement étonnants, assez hypnotiques et qui n'ont aucune espèce de réalité. Donc un moyen aussi d'interroger la force de ce paysage, l'émotion aussi qu'il nous procure et de questionner aussi les élèves à la fois sur leurs émotions et aussi d'aller chercher la source de l'image, puisque là, quand on découvre en fait tout le processus de création de Sean Foncuberta, c'est tout à fait passionnant. Ça questionne qu'est-ce qu'un auteur, qu'est-ce qu'être auteur d'une image, comment les nouvelles technologies aussi créent de nouvelles manières de créer, tout simplement. Et lui, il dit qu'un de ses enjeux, c'est d'inoculer le virus du faux pour générer des anticorps chez les spectateurs et qu'ils soient plus forts, justement, pour analyser et recevoir ces images avec un esprit critique.
On a aussi une autre œuvre d'Agnès Geoffrey qui a passionné les élèves et qui les passionne et qui nous passionne aussi d'ailleurs, pas que les élèves, parce que c'est une image qui donc sur la… Alors moi c'est sur la gauche, mais vous je ne sais pas si ça apparaît sur la droite. Enfin une image d'archive où une femme… que l'on voit, qui est une femme qui a été tondue au moment de la libération, qui est déshabillée, qui est livrée à la foule, puisque probablement qu'elle a eu des relations avec l'occupant allemand. Et donc là, on voit un peu la charge très forte qu'il y a autour de cette photo. Et que fait l'artiste? Elle la rhabille. Elle la rhabille, donc là on le voit, moi ça s'affiche sur la photo de droite. Elle la rhabille et alors là, elle transforme une image d'archive. Et en ce moment, on est dans une période aussi où c'est très intéressant de faire réfléchir les élèves à qu'est-ce qui fait que dans l'actualité que l'on vit, par exemple en ce moment sur la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui va devenir une image, un document historique, tout ce processus autour de l'archivage qui est assez passionnant à aborder pour les professeurs d'histoire-géographie. Et Agnès Geoffrey vient là nous dire, vient nous questionner sur aussi une portée politique qu'il peut y avoir dans la manipulation des images en sortant complètement de ce sur quoi on a l'habitude de réfléchir, nous, sur la manipulation entendue en tant que fact-checking pour porter un message, une idéologie. Là, il y a la question de la réparation qui se pose. Il y a la question de l'histoire avec un grand H. Il y a l'histoire aussi de la manipulation depuis tout temps, finalement, d'un récit historique qui peut être abordé avec les élèves. Je vois l'heure qui tourne et il faut que j'accélère absolument. Donc, j'ai mis quelques photos pour que vous ayez un peu une vision de à quoi ressemble en fait ce dossier pédagogique. Donc, des fiches, comme je vous l'ai dit, sur le pouvoir des images. Tu peux avancer, Laurent, je te remercie. Donc, la deuxième partie, alors je n'ai pas été exhaustive parce que sinon, ça aurait été vraiment très, très ennuyeux pour vous, mais simplement vous donner quelques éléments pour vous illustrer en fait cette démarche pédagogique qu'on a eue, sachant que pour nous, l'enjeu, c'était de déployer un accompagnement pédagogique à la fois sur un livret pédagogique et puis après sur une exposition itinérante qui maintenant circule dans les établissements scolaires. Donc, on a aussi cette œuvre des activistes, les Yes Men, qui ont créé un faux journal du New York Times qu'ils ont distribué dans les rues de New York en 2008. Et c'était un journal qui n'annonçait que des bonnes nouvelles et qui reprenait tous les codes du vrai New York Times, et qui était antidaté. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où ils ont distribué plus de 100 000 exemplaires dans les rues de New York, c'était daté de 6 mois. C'était le journal du futur, en quelque sorte. Donc là, avec les élèves, la question qu'on leur pose, c'est « Et vous, quelle bonne nouvelle souhaiteriez-vous que les grands médias, les médias dits mainstream annoncent ?» Parce que c'est un moyen aussi de réfléchir sur la responsabilité des médias grand public. Alors là, on n'est pas dans la fake news, on est dans une espèce de fiction, d'activisme politique, puisque là, on annonce la fin de la guerre en Irak, on annonce la gratuité des universités, on annonce tout un tas de bonnes nouvelles, et en miroir, notamment pour les élèves qui participent à des journaux scolaires, à des médias scolaires, parce que ceux d'entre vous qui connaissent le CLEMI, vous savez qu'on a vraiment une mission d'accompagner la création des médias dans les établissements scolaires, que ce soit des radios, des journaux, des blogs, donc des web télé. Donc là, c'est vraiment l'idée de pouvoir s'appuyer sur l'œuvre de ces artistes pour se questionner aussi sur la défiance qu'on peut avoir et qui est très bien documentée, notamment par divers baromètres de confiance que les Français n'ont pas justement dans les médias, cette fameuse défiance, et de s'interroger aussi sur le pouvoir aussi des citoyens pour raconter les nouvelles qu'ils ont aussi envie d'entendre et cette responsabilité dans nos propres pratiques informationnelles.
Enfin, sur les risques et les remèdes, quelques œuvres qui illustrent bien. Donc ça, Kevin Lowe, c'est un bon moyen pour faire réfléchir les élèves, mais aussi les adultes, à nos rapports aux réseaux sociaux. C'est des illustrations qui sont assez parlantes. Là, c'est une illustration qui est aussi extrêmement parlante sur l'ère dans laquelle nous vivons, où tout le monde parle très fort sans s'écouter. On se sent sur Twitter quand on regarde cette illustration. Et puis, enfin, cette illustration aussi qui est extrêmement belle et poétique et qui nous invite aussi à une forme de déconnexion, ou en tout cas à devenir acteurs de nos pratiques numériques. Donc là aussi, quelques illustrations, le coût de la désinformation, beaucoup d'exercices autour du dessin de presse, une interrogation sur les artistes sont-ils des lanceurs d'alerte. Et pour chaque fiche, on a vraiment travaillé avec des experts de l'éducation aux médias et à l'information et des experts de l'histoire de l'art et des enseignants d'art plastique. Évidemment, la solution, on l'a tous ensemble, et l'idée, c'est aussi de se dire la société civile, les acteurs culturels, les acteurs de la recherche devraient en tout cas être mobilisés ensemble, puisqu'on a tous des complémentarités pour répondre finalement à ce grand enjeu. Voilà, ça c'est pour la partie, disons, vraiment très sur le dossier pédagogique, que tous les enseignants ont et sur lesquels ils peuvent, il y a énormément de pistes d'activités qu'ils peuvent faire en classe avec leurs élèves. Et ensuite, on a développé donc 2 formats numériques, un format itinérant et un format numérique de l'exposition, avec la designeuse Maya Palma. Ça a commencé comme ça, sur le coin d'une cuisine, donc avec une petite maquette. Et puis finalement, Maya Palma a réussi à créer un dispositif super intéressant, parce que nous, on était partis au début, on s'est dit, bon, on va faire une exposition dans le cadre scolaire, on va partir avec des kakémonos classiques. Et elle nous a vraiment proposé, comme vous pouvez le voir, une installation beaucoup plus créative et beaucoup plus intéressante, à la fois pour valoriser les œuvres des artistes, mais aussi pour vraiment scénariser et poser des questions tout au long de l'exposition aux élèves. Donc voilà ce que ça donne en vrai. Une version numérique aussi en ligne qui est imprimable et téléchargeable et imprimable, pardon, et que les enseignants peuvent afficher au CDI dans leurs établissements, et là qui évidemment est beaucoup plus accessible à tous. Alors oui, Laurent, je prends un petit peu la suite, quelques minutes. Oui, on a quasiment fini. Je veux rassurer les organisatrices. Il nous faut encore juste quelques minutes. Les premiers bilans, effectivement, de l'initiative, d'abord, c'est la fréquentation d'une telle exposition, puisqu'elle rassemble au final pas très loin de 50 000 visiteurs sur une période extrêmement contrainte par ailleurs. Donc, on voit ainsi que, en tout cas, à la fois la thématique et à la fois cette manière originale d'aborder cette thématique s'est avérée attrayante, en fait. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Et tout particulièrement en matière d'éducation aux médias et à l'information, on voit que l'exposition a été particulièrement demandée pour accueillir des visites, et notamment des visites scolaires, des visites de groupe en fait, puisque sur les 186 visites de groupe, 142 étaient le fait de scolaires qui venaient de toute la France en réalité, beaucoup d'Île-de-France bien sûr, mais pas seulement. Des gens de Strasbourg ont fait le déplacement pour venir visiter avec un groupe scolaire cette exposition. Donc, on imagine bien que l'approche artistique d'une telle thématique de société s'est avérée intéressante pour les enseignants concernés.
On est aussi régulièrement sollicité. Bon, bien sûr, c'est plus logique pour Virginie, mais ça m'arrive également d'être sollicité pour accompagner la présentation de cette mini-expo que vous avez vue avec le montage cartonné là, et pour intervenir aussi dans des webinaires, pour permettre à des enseignants de mieux s'approprier le propos. Et de mieux communiquer vis-à-vis des plus jeunes publics, notamment, autour de cette thématique et de la manière dont on peut l'aborder avec des œuvres. Et puis, comme l'a dit Virginie aussi, c'est vrai qu'on ouvre tout un champ de pédagogie en associant à la fois l'éducation aux médias et à l'information et l'éducation également plus liée à la culture. Je suis en train de rechercher EMC Virginie, ça y est, j'ai perdu. Éducation morale et civique. Bon, oui, voilà, exactement. Et puis également les enseignements liés à l'art et à la culture également. Donc voilà, en fait, on arrive avec une proposition qui se retrouve au carrefour de plusieurs spécialités et de plusieurs enseignements déjà présents dans les programmes à plus ou moins forte échelle. Dire aussi qu'on s'oriente vers un double circuit d'itinérance désormais de cette exposition. À la fois, les œuvres originales vont pouvoir circuler au moins pour partie, et on est déjà en train de travailler pour que cette exposition ait lieu désormais à Roubaix. On travaille bien sûr sur la mini-exposition, comme vous l'avez vu, non seulement dans les établissements scolaires, mais aussi dans les instituts français, puisque en fait, elle est demandée partout, cette exposition. Il se trouve que c'est vraiment très régulier. Je reçois des demandes vraiment très régulières d'un peu partout. La dernière en date était à Madagascar. Et Virginie, si tu veux commenter. Là, c'est en fait… Oui. Oui. J'ai fait un magnifique patchwork, j'ai dû choisir et c'est beaucoup trop chargé, je m'en excuse, mais c'était trop difficile parce que je voulais vous montrer à quel point les enseignants s'en étaient emparés pendant la semaine de la presse et des médias dans l'école. Donc, c'est l'événement phare du CLIMI qui continue en ce moment et qui mobilise plus de 270 000 enseignants. Et c'était pour vous montrer, alors j'ai fait quelques captures d'écran qui sont dans des CDI, dans des établissements scolaires, dans des ateliers canopés. Et donc, l'exposition à la fois en version numérique, donc c'est-à-dire imprimée très, très simplement, et à la fois en version kit, créée donc, avec cette installation, a rencontré un très grand écho auprès des enseignants et évidemment la semaine de la presse et des médias dans l'école a été un temps fort pour la diffusion de ces supports pédagogiques. Autres impacts indirects, c'est le nombre de sollicitations que l'on a, que ce soit Virginie, que ce soit moi ou d'autres membres de l'organisation de cette exposition, le nombre de demandes sur des travaux, mémoires, études diverses, vraiment centrés sur l'approche originale de l'utilisation de l'art pour traiter un tel sujet. Alors bien sûr, on n'a pas encore tout entre les mains, mais en fait, ces travaux sont actuellement en train de se faire. Et puis, bon, bien sûr, des retours de la part d'enseignants, de visiteurs, etc., qui ne sont pas encore exploités complètement à ce jour. Donc, peut-être dire en conclusion que l'originalité de l'approche de la conception jusqu'à la diffusion, elle ne fait pas beaucoup de doutes, bien entendu, que la collaboration s'est avérée plutôt riche entre recherche d'un côté, pédagogie de l'autre, champ artistique également. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des implications en matière de scénographie, de médiation culturelle, de point de vue aussi des artistes exprimés à l'occasion de cette exposition. C'est pas seulement des œuvres et des cartels. L'idée de travailler aussi sur une approche sensible d'un phénomène que l'on qualifie parfois d'irrationnel, et que l'on a du mal à bien cerner, en tout cas dont on a du mal à cerner l'impact et le pourquoi de cet impact.
Les limites, bien sûr, au travail que l'on vous présente là, c'est le retour d'expérience qui n'est pas encore totalement exploité, mais qui devrait l'être, en tout cas on l'espère, et je pense que c'est en train déjà de se faire dans les prochains mois et certainement dans l'année. Oui, Je vous et puis, remercie. oui, Oui, et si je peux juste rajouter un mot pour conclure, c'est aussi une forte demande du côté des bibliothèques universitaires que l'on voit qui aussi constatent que les étudiants de première année, deuxième année n'ont pas forcément des pratiques informationnelles qui sont, enfin voilà, qui méritent en tout cas d'être discutées, questionnées. Et on a eu aussi des sollicitations pour accueillir l'exposition dans des bibliothèques universitaires, donc voilà, du CDI, du second degré jusqu'à l'université, ça rencontre un intérêt très, très palpable. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment très sincèrement, hein, Madame Sassoun et Monsieur Vigo, pour cette présentation qui nous montre combien il y a un intérêt, vous l'avez souligné, hein, combien malgré les conditions très difficiles du contexte sanitaire et donc des déplacements et de la présence en direct pour une exposition, et comment même après, en fait, on voit combien cet intérêt est même croissant et nous pousse encore à nous interroger sur ces fake news et autres. Et vous avez surtout, je pense que c'est vraiment important, montré l'importance d'expliquer la différence entre la désinformation ou enfin, entre comprendre s'il y a de la mésinformation ou s'il y a de la désinformation. Mais là, les débats continueront tout à l'heure.